Il est 8h35. Je vous propose de commencer ce webinaire. Pour commencer, bonjour à tous. Donc, merci pour votre présence en ce matin ensoleillé. Donc, bienvenue dans ce webinaire qui est consacré euh, au patrimoine et notamment à la holding de manière plus spécifique, où nous allons répondre à comment optimiser votre patrimoine via une holding. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter deux consignes importantes et les différentes étapes de ce webinaire. Donc, tout d'abord, nous allons être contraints, je suis désolée par avance, de muter vos micros pendant la présentation afin que celle-ci soit le plus audible et le plus confortable possible pour vous et aussi pour l'animatrice Laetitia Aldeguer. Vous pourrez, si vous le souhaitez, intervenir à l'oral en fin de présentation pendant le créneau questions-réponses. Donc, à la fin de ce webinaire, vous allez recevoir la présentation d'un feedback form. Nous vous remercions de bien vouloir le remplir. Ça prend vraiment 1 minute à le remplir et c'est très important pour nous parce que ça nous permet de récolter vos commentaires et de nous améliorer pour les prochaines présentations. Euh, Par ailleurs, via ce formulaire-là, vous pourrez indiquer si vous souhaitez les slides de la présentation, l'enregistrement ou encore être contacté par Culture Patrimoine. Comment va se passer ce webinaire? C'est assez simple, ça va se présenter sous forme d'une bonne heure, 45 minutes de présentation et ensuite 15 minutes de questions-réponses où je vais pouvoir démuter vos micros et il va y avoir un échange. N'hésitez pas aussi à poser pendant la présentation les questions que vous avez. Donc, vous avez un petit chat à votre disposition. N'hésitez pas à mettre vos questions. Concernant la présentation, donc elle va être assurée par Laetitia Aldeguer. Donc, Laetitia, ça fait maintenant 17 ans qu'elle est chez Culture Patrimoine et aujourd'hui, ça fait bientôt 8 ans qu'elle est partenaire et très récemment co-gérante de chez Culture Patrimoine. Donc, elle met au service de ses clients le service client waouh et elle est toujours dotée d'une expertise redoutable sur tous les sujets patrimoniaux. Avant de rentrer dans le vif du sujet, un slide sur Brega. Et là, je vais laisser la main à François Paulus. Oui, merci. Bonjour à tous. Peut-être en introduction, pourquoi il y a un webinaire conjoint entre Culture Patrimoine et Brega. C'est plutôt une initiative personnelle de Nicolas Niquez, qui est le fondateur de Culture Patrimoine, que je connais depuis plus de 20 ans, puisqu'on était collègues chez Louis Dreyfus Communication. Il y en a un certain nombre d'entre vous d'ailleurs qui sont inscrits et qui viennent de la même maison, je vois. Et donc on a considéré que c'était sans doute une bonne idée de parler de ce sujet. Et parmi les inscrits, il y a évidemment des actionnaires de Brega, il y a des fondateurs de startups de Brega, mais il y a aussi des clients et des prospects de Culture Patrimoine qui ne nous connaissent pas. Donc, je vais juste passer 2 minutes à expliquer qui est Brega, et puis vous aurez ça dans les slides. Et puis, si vous avez des questions, vous pourrez bien sûr contacter votre interlocuteur chez Culture Patrimoine pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, en très synthétique, on est un fonds de venture capital. Je l'ai cofondé il y a à peu près 10 ans. Notre modèle assez unique, c'est que dans nos investisseurs, on a donc pardon l'équipe d'investissement qui fait les deals. Ce ne sont que des gens qui ont travaillé en startup ou en scale-up ou qui ont même cofondé des sociétés. Et on a également une équipe qu'on appelle la Scaling Squad, dont le but est d'aider nos startups à scaler, très très apprécié par nos startups. Donc au bout de 10 ans, on en est où? On a à peu près 600 millions sous gestion. On est présent à Paris, Londres et Barcelone. On est aussi présent en Afrique, mais c'est un nouveau fonds qui n'est pas encore dans le slide. Le premier fonds qu'on a fait, j'allais dire eu la chance, mais enfin c'est pas que de la chance d'investir très très tôt dans une société qui est devenue une licorne en France et qui s'appelle Exotech. Alors quand je dis une licorne en France, évidemment, elle est présente partout dans le monde maintenant. Ça vaut à peu près 2,5 milliards d'euros. Et quand on a investi, c'était 10 millions. Donc, je vous laisse faire les maths, sachant qu'il y a eu un peu de dilution entre-temps, mais bon, ça va quand même. Du coup, nos investisseurs du fonds numéro 1
ont récupéré pas mal d'argent, ce qu'on appelle le DPI. Donc, ils ont déjà récupéré 150% de leur investissement. Et je pense qu'ils récupéreront entre 4 et 7 fois leur investissement. Alors, pour ceux qui sont là et qui m'écoutent, eh ben, vous pourrez dire que j'ai dit ça un jour, mais je ne l'ai pas écrit. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on Mhm. est au fonds numéro 3 en termes de fonds européens de seed et on a monté donc notre premier fonds africain. Donc, s'il y en a ici qui ne nous connaissent pas et qui ont envie d'en savoir plus, encore une fois, contactez votre interlocuteur Culture Patrimoine. Il fera un plaisir de répondre à vos questions et ou vous mettre en relation avec nous. Voilà, je passe la parole à Laetitia, que je connais aussi depuis probablement 17 ans. Qui, Mhm. le sujet du jour, c'est pas Briga, c'est l'éthique patrimoniale. Voilà, merci. Merci François. Avant de commencer dans le vif du sujet sur la holding patrimoniale, Culture Patrimoine en 4 questions, maintenant que François vient de parler de Brega. Notre métier, qu'est-ce que c'est chez Culture Patrimoine? C'est d'offrir des services patrimoniaux de conseil et de mise en œuvre, mais aussi d'accompagnement, c'est-à-dire qu'on donne une stratégie, mais aussi notre force, c'est aujourd'hui de la mettre en œuvre et de pas vous laisser dans la nature, mais et en effet d'avoir un suivi long terme et de la faire vivre. Pour qui sont ces services? Ce sont pour toutes les personnes qui se posent des questions patrimoniales. C'est pas forcément des personnes qui ont des très hauts revenus. C'est à partir du moment où vous avez une question d'ordre patrimonial, que ce soit immobilier, financier, sur des successions, sur de la retraite, sur de la retraite internationale. Ça regroupe énormément de sujets. Notre objectif, c'est de devenir vraiment l'interlocuteur de référence sur l'ensemble des sujets patrimoniaux, qu'ils soient privés ou qu'ils soient pro. C'est-à-dire que dans notre champ, nous avons des clients qui sont des entreprises, mais nous avons aussi des clients qui sont des particuliers, et comme je vous l'ai dit, sur pas mal de sujets, sur tout ce qui est retraite, immobilier, financier, impatriation, holding, chef d'entreprise. Tous ces sujets-là sont balayés par Culture Patrimoine et le fait vivre dans le temps. Comment on fait ça? En fait, on a un triptyque, c'est technicité, expérience et fiabilité. Donc, technicité, on est également, tous les ans, on fait des formations, on donne des formations chez Francis Lefebvre Formation, chez Revue Fiduciaire, on forme des experts comptables, on forme des avocats sur tous ces sujets patrimoniaux, notamment tout ce qui relève notamment du droit des sociétés. Bah, l'expérience, ça fait maintenant plus de 20 ans qu'on traite ces sujets-là. Et aujourd'hui, on a une vraie expérience qui est reconnue sur la place financière. Et aujourd'hui, de la fiabilité. La fiabilité, moi, j'aime bien dire ça, c'est qu'aujourd'hui, nous, on est fiable dans le sens où on a cette expertise, on a cette expérience. Et en plus de ça, on est réactif et on est 100% disponible pour nos clients. Et si nous ne le sommes pas, on le dit à nos clients et on leur revient dans les 48 heures ou d'ici une semaine et on les prévient. Notre positionnement aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est aujourd'hui, nous sommes un family office, donc on est, comme je vous l'ai dit, un interlocuteur de référence sur l'ensemble des sujets patrimoniaux. Je vous ai fait un petit listing pour que ce soit un petit peu plus clair et que vous ayez un visu, mais il y a un diagnostic patrimonial complet, il y a tout le champ fiscal, c'est-à-dire impôt sur le revenu, IFI, droit de transmission qui peuvent être traités. Le côté société, c'est-à-dire que on peut traiter l'optimisation de la cession, mais aussi optimisation des flux, l'optimisation de la rémunération d'un chef d'entreprise, finalement, chef d'entreprise, rémunération SARL ou SAS, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Transmission, finalement, si demain je veux transmettre à mes enfants, je veux transmettre demain à mes petits-enfants, comment je fais ça? Donc déjà, ça va commencer par le constat, mais aussi demain, quelles sont mes optimisations numéro 1, 2, 3? Et après, c'est vous qui placez le curseur sur où est-ce que je veux mettre finalement mon horizon de transmission. Ma retraite, bon, bah, aujourd'hui, on est un peu dans le vif du sujet, hein, finalement, qu'est-ce qu'on fait? Ma retraite, quelle est-elle, qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui? Demain, j'ai eu une expérience à Londres ou aux États-Unis, bah, finalement, est-ce qu'il faut mieux que j'ai le calcul de la retraite internationale? Voilà, ça, c'est des choses qu'on sait faire avec Laetitia et avec toutes les personnes qui travaillent chez Culture Patrimoine. On a aussi ce volet financier et immobilier, c'est-à-dire qu'on est en capacité de faire un calcul de rentabilité simple, immobilier financier, mais aussi demain d'avoir une vraie lecture stratégique de votre patrimoine, que ce soit sur de la structuration, sur de la restructuration, mais aussi sur de l'optimisation fiscale proprement dite. J'aime bien ce petit cercle parce qu'aujourd'hui, ça reprend vraiment qui on est. Vous avez le résultat. Donc aujourd'hui, Culture Patrimoine, comment on se rémunère? Vous avez des honoraires à payer si vous venez nous voir. Aujourd'hui, le ROI de nos honoraires est de 5 à 8 fois. C'est un exercice qu'on aime bien faire pour savoir si déjà les honoraires qu'on prend sont justes. Aujourd'hui, on a 440 familles qui sont accompagnées, notamment sur la déclaration d'impôt.
On est certifié ISO par la FNOR. Donc ça, c'est quand même une certification qui est assez difficile à avoir et qui est assez rare. Je ne m'étale pas dessus. Satisfaction de nos clients. Donc via le NPS, on a 95% de nos clients qui sont satisfaits. Aujourd'hui, Culture Patrimoine, en effet, se développe par bouche à oreille. C'est-à-dire qu'on a plus de 200 recos par an de nos clients qui sont satisfaits. Et aujourd'hui, on a un peu plus de 330 millions d'actifs sous gestion. Notre valeur ajoutée, quand je vous le disais, l'ultra-technicité, bah, à quoi elle fait référence, c'est qu'aujourd'hui, bah, on intervient à la CCI de Paris, on intervient aux alumni de l'ICA, de l'ESCP, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aux revues fiduciaires, Station Web, voilà, je vais pas tous les citer, mais voilà, il y a une vraie expérience, on est souvent sollicité pour donner des conférences, pour donner des formations dans ces structures-là. Donc, le sommaire, qu'est-ce que c'est le sommaire aujourd'hui? Bah, vous allez avoir l'introduction, vous allez avoir la partie 1 sur la holding et l'immobilier, la partie 2 sur la holding et les placements financiers, la partie 3 sur la holding et le patrimoine professionnel. Juste avant, donc, Laetitia va suivre ce sommaire-là. Et après, à la fin, vous vous souvenez, il y a les questions-réponses. N'oubliez pas que vous pouvez vraiment poser vos questions au fur et à mesure de la présentation dans le chat. Et moi, soit j'y réponds maintenant, soit nous y répondons à la fin. Bonne présentation et à tout à l'heure. Merci Camille. Donc bonjour à tous. Donc nous allons du coup rentrer dans le vif du sujet de la holding qui nous a tous réunis ce matin. Donc on va dans un premier temps en introduction effectivement parler de la holding. Qu'est-ce qu'une holding? Tout simplement, à quoi ça sert? Et surtout un prérequis très important pour toutes les fois où il ne faut pas en faire parce que, on va le voir, ce n'est pas un outil qui est adapté à toutes les situations. Il peut y avoir des cas effectivement où la holding ne répondra pas aux besoins du client. Donc, il faut d'abord calibrer si vous êtes ou pas concerné par cette possibilité-là. Donc, une holding, qu'est-ce que c'est? Avant même de rentrer effectivement sur le schéma que vous voyez à l'écran, une holding, c'est une société à l'IS, à l'impôt sur les sociétés, tout simplement, qui va détenir des participations qui sont soit des sociétés, soit financières, soit immobilières par ailleurs. Donc vous voyez, c'est pas très très compliqué. Une holding, ce n'est rien de plus qu'une société qui serait à l'IS. Maintenant qu'on a posé effectivement ce postulat de se dire qu'est-ce qu'une holding, il va falloir savoir est-ce que oui ou non la holding peut avoir un intérêt vous concernant. C'est là où on va se poser la question de savoir est-ce que vous avez assez effectivement pour assurer ce qu'on appelle votre train de vie. Donc je m'explique. Quand on a son patrimoine, qu'il soit financier, immobilier ou professionnel, il va y avoir une notion de revenu, bien entendu, et donc de budget de fonctionnement. On va devoir regarder dans un premier temps si à aujourd'hui vos différents revenus vous sont nécessaires en intégralité pour assurer effectivement votre train de vie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous avez besoin de l'intégralité de vos revenus pour payer vos charges du quotidien, votre budget de fonctionnement? Si la réponse est oui, en fait, la holding ne sera pas pour vous parce que vous aurez effectivement besoin de l'intégralité de vos revenus. Maintenant, si vous avez une capacité d'épargne, c'est-à-dire que si les revenus que vous percevez, une partie peut être lettrée sur de l'épargne parce que vous n'en avez pas besoin pour votre train de vie, effectivement, et donc si vous n'en avez pas besoin à court, moyen, voire long terme, alors la holding va pouvoir avoir un sens à ce moment-là dans votre stratégie patrimoniale. Et on va pouvoir effectivement se servir de cet outil comme d'une tirelire de manière effectivement à pouvoir capitaliser, faire fructifier tout ce patrimoine-là sans avoir besoin effectivement de se sortir des revenus par rapport à ça. Donc là, on vient de voir effectivement en quoi la holding peut être intéressante et dans quel cas elle peut se mettre en place. Ce qu'on va voir dans les trois parties effectivement suivantes, comme le disait Camille, on va voir effectivement dans une première partie la holding et l'impact du patrimoine immobilier, la holding et la partie financière, et on terminera par la holding avec la partie professionnelle. Au cours de ces différentes parties, en fait, on va à chaque fois comparer des taux. Parce que effectivement, on va se retrouver dans deux mondes, le monde de l'impôt sur le revenu et le monde de l'impôt sur les sociétés. Donc, il va falloir comparer à chaque fois dans chacun des mondes quel serait l'impact effectivement par rapport à ça. Donc, les deux prérequis qu'on a besoin effectivement
pour pouvoir après dérouler, on va dire, toute la présentation qui va suivre, c'est effectivement cette comparaison. Donc, le premier point, effectivement, sur le taux de l'impôt sur les sociétés. Donc, le taux d'impôt sur les sociétés, aujourd'hui en France, il y a un taux réduit de 15% si jamais vous êtes jusqu'à 45 200 €. Sinon, on va dire dans la majorité des cas, on est effectivement, non, encore avant, pardon Camille, on est à 25%. Donc, taux d'IS, on va dire 25% de manière globale. Le taux d'IR, d'impôt sur les revenus, ben là, c'est les tranches marginales d'imposition et elles varient en fonction de vos revenus. Elles sont de 11, 30, 41, voire 45%. Donc déjà, on voit qu'effectivement, si on a des revenus importants, et pour faire simple, à partir de 150 000 €, on est déjà dans les tranches hautes. Voilà, on va se retrouver sur une imposition assez forte. Et en plus de ça, en plus de ce taux du barème, on peut avoir sur les hauts revenus une contribution exceptionnelle qui s'ajoute et qui va être de 3-4% en fonction effectivement des montants. Donc, ce qu'on voit rapidement, c'est que à première vue, le taux d'IS est plus intéressant que le taux d'IR puisqu'il est plus faible et environ la moitié quand on a des revenus assez importants. Cela, en fait, va nous servir par la suite. Après, un impôt, ce n'est pas qu'un taux, c'est également un taux multiplié par une assiette. Donc, il faut aussi regarder l'assiette. Et donc là, ce qu'on peut dire effectivement, c'est que l'assiette de l'impôt sur les sociétés va être de manière globale plus faible dans un monde IS pour une raison simple, qui est l'amortissement. L'amortissement, qu'est-ce que c'est en fait? C'est que en fonction de ce que vous détenez effectivement dans votre société, que ce soit de l'immobilier, voilà, ou des titres de partie ou du financier, pardon, on aura la possibilité d'amortir effectivement les biens et donc ça aura un impact sur notre assiette. Donc voilà, donc ça effectivement c'est notre prérequis et ce dont on va avoir besoin pour la suite. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer effectivement sur la première partie, de se dire, d'aller comparer effectivement la holding et l'immobilier et de se dire en quoi la holding peut être intéressante dans une détention de patrimoine immobilier. Donc pour ce faire, ce que je disais juste avant, on va d'abord aller comparer comment sont fiscalisés les revenus et après on verra des schémas d'optimisation par rapport à tout ça. Donc, par rapport effectivement aux revenus. Donc, sur la partie, on va dire, quand on n'est pas en holding, donc on est en direct ou en société, on va dire, à l'impôt sur le revenu, par rapport à ça, si on n'est pas dans des dispositifs spécifiques, par défaut, on va se retrouver sur ce qu'on appelle le dispositif des revenus fonciers. Je laisse de côté des dispositifs dont on ne va pas parler aujourd'hui parce que ce n'est pas l'objet effectivement du webinaire, qui peuvent avoir un intérêt assez fort, qui sont le LMP ou le LMNP, donc l'allocation meublée professionnelle ou l'allocation meublée non professionnelle, qui sont un statut très très intéressant, mais effectivement qui ne sont pas l'objet de ce webinaire. Donc, dans le cas, on va dire, d'une détention directe, on est sur des revenus fonciers et en tant que revenu foncier, on va être taxé à l'impôt sur le revenu qu'on a vu tout à l'heure, qui peut aller jusqu'à 45% en tranche marginale d'imposition, aux prélèvements sociaux de 17,2%, plus éventuellement de la CEHR qui peut être de 3 à 4%. Donc, on va avoir une fiscalité qui peut atteindre les 66%, donc fiscalité très très lourde. Donc, on voit effectivement qu'en termes d'imposition sur les revenus, c'est pas terrible si je peux le dire ainsi. Donc, on aura tendance, si on peut éviter de se mettre en direct sur des revenus fonciers, d'aller essayer d'optimiser cette détention et le schéma en tout cas par lequel on sera imposé. À l'inverse, à contrario, la plus-value, par contre, vous voyez à l'écran, 0%. Très intéressant du coup. On se dit effectivement, pas de fiscalité à la revente. Pourquoi? Parce que quand on détient en personne physique, vous allez avoir des notions d'abattement. Donc, pour faire simple, si vous détenez plus de 22 ans votre bien, vous êtes exonéré de l'impôt sur le revenu. Si vous détenez plus de 30 ans, vous êtes exonéré des prélèvements sociaux. Donc, après 30 ans, plus aucune fiscalité en cas de revente sur votre bien immobilier par rapport à ça. Je laisse de côté les quelques exceptions, notamment la résidence principale qui est exonérée d'entrée. Donc, il n'y a pas de notion de durée de détention. Vous avez une exonération dès le départ par rapport à ça. Maintenant qu'on a vu ce qui se passe, on va dire si vous détenez un direct par rapport à l'impôt sur le revenu, comparons effectivement que se passerait-il si vous déteniez votre immobilier avec une société à l'IS. Là, on va voir que c'est exactement l'inverse. Donc là, en fait, le point, c'est de se dire j'ai une société qui détient elle-même un bien immobilier. Donc sur les revenus, on voit effectivement qu'il n'y a pas d'imposition. Pourquoi ?
parce qu'effectivement, comme on le disait tout à l'heure, il y a la notion d'amortissement qui va pouvoir entrer en jeu par rapport à ça. Donc, je prends un exemple pour illustrer cela. Si j'ai un bien immobilier qui a une rentabilité de 4%, l'amortissement de mon bien, je vais pouvoir l'amortir sur 30 ans, c'est à peu près la moyenne. Donc, ça veut dire que j'ai à peu près 3%, on va dire, d'amortissement par an. Donc, 4 moins 3, il me reste 1%. Je vais avoir un petit peu de diverses charges, taxes foncières, charges de copropriété et autres, qui fait qu'au final, je serai à zéro en base imposable, donc pas de taxation par rapport à ça au niveau des revenus. Par rapport à cette partie. Au niveau de la plus-value, par contre, ce qu'on voit, c'est que c'est plutôt pénalisant parce qu'on va se retrouver effectivement taxé à l'IS. De la même manière, si on prend un exemple pour illustrer tout ça, imaginons j'ai acheté un bien à 100 000 euros, je le revends à 150 000 euros, en fait j'ai une plus-value théorique de 50 000 euros. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la plus-value technique qui va être taxée à votre IS, donc on va dire à 25% si vous êtes au-delà des 42 500 de bénéfices. Mais rappelez-vous, tout à l'heure, on a parlé des amortissements. Donc les amortissements, en fait, au fur et à mesure de la vie de votre bien, chaque année, on a déduit un amortissement. Sur la plus-value, on va réintégrer les amortissements qui ont été constatés au fil du temps. On va les reprendre. Donc ça veut dire que si vous avez amorti totalement votre bien, la valeur d'acquisition n'est plus 100, mais 0. Donc en fait, on se retrouve taxé sur une valeur de 150 000 euros, dans l'exemple que je prenais, à 25%. Donc, on voit que c'est très, très lourd par rapport à ça. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on remarque de ça? C'est que le monde hier, on est fortement taxé sur les revenus, mais pas de taxation sur la plus-value. À l'inverse, le monde de l'IS, on n'est pas taxé sur les revenus, mais on va se retrouver fortement taxé sur la plus-value. Donc, on va donc essayer de voir est-ce qu'il existe un schéma qui permettrait de faire cohabiter les deux mondes, c'est-à-dire de vivre à l'IS et de mourir à l'IR. Donc, quand on dit mourir, c'est pas mourir au sens propre du terme, bien entendu, c'est de se dire mourir, c'est la revente du bien. Donc, l'objectif, c'est d'aller chercher une revente du bien sous la stratégie IR par rapport à ça. Quelle est la solution par rapport à ça? À aujourd'hui, comment on peut accéder effectivement à cette possibilité? C'est le démembrement qui va permettre effectivement de faire cela. Donc, juste avant de rentrer dans le schéma d'optimisation réelle, un petit rappel de qu'est-ce qu'est le démembrement, si on peut revenir sur l'écran juste avant, pardon Camille. Donc, le démembrement, qu'est-ce que c'est? Donc, à aujourd'hui, quand vous achetez un bien en pleine propriété. La pleine propriété, en fait, elle est constituée de deux parties, l'usufruit et la nue-propriété. L'usufruit, c'est le droit de jouir du bien, c'est-à-dire de l'occuper, de le louer, d'en tirer les fruits, pour faire simple. Et la nue-propriété, c'est le fait de détenir les murs du bien par rapport à ça. Donc, les deux éléments ensemble font effectivement ce qu'on appelle la pleine propriété. Donc, à aujourd'hui, effectivement, on peut démembrer son bien par rapport à ça. Il y a des règles qui expliquent, qui donnent les éléments sur la valeur et de l'usufruit de la nue-propriété. Et ça, c'est l'article 669 du CGI qui va détailler tout ça, notamment sur comment se valorise telle et telle partie. Dans quel cas on va rencontrer du démembrement? Aujourd'hui, il y a deux cas classiques sur lesquels le démembrement se constate et que vous avez peut-être pu avoir à titre personnel. Le premier, ça va être donation. On va dire, un parent fait une donation vis-à-vis de ses enfants où il va leur donner la nue-propriété et lui, il garde l'usufruit. L'autre cas, effectivement, c'est la succession un petit peu moins drôle, on va dire. Mais voilà, quand une des personnes décède, le conjoint garde souvent l'usufruit et les héritiers ont la nue-propriété. L'avantage de ce schéma de démembrement, c'est qu'au jour du décès de la personne usufruitière, l'usufruit va rejoindre la nue-propriété sans taxation complémentaire. Donc, on voit qu'il y a quand même une optimisation par rapport à tout ça. Donc là, vous allez me dire, OK, mais on parle d'usufruit avec le décès de quelqu'un, donc d'un usufruit viagé par rapport à ça. Donc, l'idéal, ça serait de pouvoir faire la même chose sur une personne morale. Mais une personne morale, ça ne décède pas par nature, ce n'est pas une personne. Donc, effectivement, on ne va pas avoir de possibilité d'usufruit viager, donc on va se retrouver dans une notion d'usufruit temporaire. Et donc, effectivement, l'usufruit temporaire, donc c'est le fait de donner ou céder l'usufruit
sur une durée définie à l'avance. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'usufruit temporaire. Et le bénéficiaire d'un usufruit temporaire, du coup, peut être une personne morale sans aucun problème par rapport à tout ça. Et c'est également le même article que je mentionnais tout à l'heure qui détaille tout ça sur la valorisation de l'usufruit temporaire. Donc c'est toujours l'article 669 du CGI. Si on met ça, on va dire, à notre situation avec notre holding, comment on va faire fonctionner tout ça? Donc là, vous avez le schéma effectivement qui permet cette optimisation. Donc on va supposer qu'on est sur un schéma ab initio, donc c'est-à-dire on a créé le schéma en même temps que l'acquisition. Donc là, en fait, dans ce scénario-là, la SCI à l'IR va acheter un bien immobilier. Donc c'est la SCI qui achète le bien par rapport à tout ça. Et en fait, nous, ce qu'on veut faire dans notre schéma, c'est qu'on veut loger l'usufruit temporaire dans la holding. Donc, dans la partie gauche, en haut à gauche, on veut qu'effectivement, la holding soit usufruitière pendant une certaine durée que l'on définira après avec Monsieur Dupont, notre client. Donc, comment ça va fonctionner? Monsieur Dupont, qui est au départ plein propriétaire des parts, juste avant encore Camille, qui est au départ plein propriétaire des parts de la SCI, il va vendre son l'usufruit temporaire de ses parts à la holding. Et de ce fait-là, effectivement, c'est la holding qui détiendra l'usufruit. Attention, on ne va pas détailler plus que ça. Bien entendu, il y a une fiscalité et des règles de valorisation, comme je disais tout à l'heure, qui s'appliquent au moment effectivement de cette cession par rapport à ça. À quoi ça sert du coup, vous allez me dire, de faire ça? En fait, la SCI, elle détient un immeuble qui a des revenus, bien entendu. Il faut que l'immeuble ait des revenus pour que ça ait quand même un intérêt après derrière. Et en fait, il y a un article du CGI, le 238 bis K, qui dit que dans le cadre d'une SCI à l'IR, en fait, la SCI à l'IR va prendre la fiscalité de ses associés à l'usufruit. Donc, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à ça? Ça veut dire qu'ici, dans notre exemple, la SCI, son associé usufruitier, c'est la holding. Donc, le temps du démembrement, on aura une comptabilité à l'IS, à l'impôt sur les sociétés, qui sera faite. Et donc, on pourra amortir le bien le temps du démembrement par rapport à ça. Donc, si on reprend par rapport à ce qu'on a dit juste avant, amortir le bien pendant le temps du démembrement, ça veut dire qu'on se retrouve avec une fiscalité nulle, voire quasi nulle, parce qu'on va se retrouver dans un monde IS pendant la durée de vie du démembrement. À l'échéance du démembrement temporaire, le bien et l'associé usufruitier redevient Monsieur Dupont, puisqu'il récupère la pleine propriété. Et donc, là, à ce moment-là, on pourra éventuellement coupler avec une transmission des parts à ses héritiers de nue propriété pour anticiper la transmission future. Et si Monsieur Dupont souhaitait vendre au travers de la SCI le bien, en fait, on se retrouverait dans la notion à l'IR. Et donc, du coup, il aurait une exonération de sa plus-value si jamais il détient depuis plus de 30 ans le bien. Et attention, la date de départ qui sera considérée, c'est la date d'acquisition du bien et non pas la date de fin du démembrement par rapport à tout ça. Donc, effectivement, on voit que dans ce schéma-là, c'est assez massif puisque le démembrement va permettre pendant un certain nombre d'années effectivement d'avoir une fiscalité quasi nulle sur les revenus et à la fin, effectivement, de pouvoir revendre si on le souhaite, ou en tout cas de pouvoir coupler ça à une optimisation de transmission avec une donation de nue propriété. Sur cette partie-là, quand même, d'utilisation, ce que je disais, il y a quelques points à avoir en tête. Au moment de la cession, effectivement, la valeur de l'usufruit, elle va être imposée dans les mains de Monsieur Dupont, du coup, et elle va être taxée à sa tranche marginale d'imposition. Donc, ça veut dire qu'il peut être taxé jusqu'à 66%. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi étudier en amont pour voir effectivement ce qu'il en est. Mais certes, il y a un coût à l'instant T, mais si on ramène ça au gain sur les 10, 20 peut-être années qui suivent, il y a peut-être effectivement un intérêt fort à faire ça. Donc ça, c'est des calculs et des études après qui se posent. Et après, effectivement, il faut faire attention par rapport aux abus de droit pour ne pas se retrouver dans des schémas purement fiscaux qui pourraient être remis en cause par rapport à l'administration fiscale. Donc juste pour le redire sur l'abus de droit par rapport à ça. Effectivement, excusez-moi. Donc, l'abus de droit, on va dire jusqu'en 2000, avant 2020, pardon, il ne devait pas être exclusivement, il ne devait pas être exclusivement fiscal par rapport à ça. Maintenant, il est devenu
principalement fiscale. Donc, autant vous dire que c'est un peu le flou artistique hein, quand on dit que vous pouvez être remis en cause si vous avez fait quelque chose dans un but principalement fiscal. C'est assez flou par rapport à ça. La réalité, c'est que depuis 4 ans, il y a très peu de jurisprudence sur cette partie-là et donc assez peu de requalification. Pour autant, il faut être prudent par rapport à ça. Il faut faire effectivement ce schéma-là avec des raisons à justifier. Il faut écrire une histoire, hein, si je le dis de manière simple. Et écrire l'histoire, ça veut dire, par exemple, aussi anticiper la transmission en vue de transmettre après derrière les parts à ses héritiers et autres. Et donc ça, effectivement, ça fonctionne dans les explications par rapport à tout ça. Donc voilà, donc là, ce slide, effectivement, reprenait ce que je viens de mentionner. Les limites après, derrière, on va dire, par rapport à ça. Donc à aujourd'hui, quand est-ce qu'on peut faire ce schéma-là? On peut le faire ab initio, comme je le mentionnais, avec ou sans prêt, par rapport à ça. Mais on peut également le faire au moment d'un OBO, c'est-à-dire, effectivement, vous pouvez être propriétaire d'un bien en direct sur lequel vous n'avez plus de prêt et vouloir, effectivement, le faire racheter via prêt à une SCI que vous créez et on peut effectivement refaire le montage qu'on a mentionné en couplant tout ceci à une transmission par rapport à ça pour éviter les risques que je mentionnais juste après. Donc ça, c'était effectivement sur la partie, on va dire, immobilière. Donc on voit effectivement sur cette partie immobilière qu'on peut faire vivre et cohabiter les deux mondes pour aller avoir des gains non négligeables par rapport à tout ça. Comment ça se passe sur les placements financiers? Sur les placements financiers, on va regarder de la même façon. On va faire la comparaison entre le monde IR et le monde IS. Donc, à aujourd'hui, les placements financiers, c'est à se dire, vous, en tant que personne physique, vous pouvez détenir des parts d'actions en direct, enfin des parts de sociétés en direct qui vont vous générer des dividendes ou détenir également ces sociétés via votre holding. Et donc, comment ça se passe en termes de revenus et de plus-value, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, en termes de personnes physiques, pour les revenus, aujourd'hui, vous avez le choix entre deux mondes, on va dire. Par défaut, la flat tax, prélèvement forfaitaire unique, et sur option, vous pouvez opter pour le barème progressif de l'IR. La flat tax, qu'est-ce que c'est? La flat tax, c'est 30%. C'est 12,8% plus 17,2% de prélèvements sociaux. Donc ça, c'est par défaut, effectivement, ce qui va s'appliquer sur la fiscalité en termes de personnes physiques par rapport à ça. Vous pouvez, sur option, après, si vous le souhaitez, opter pour le barème progressif de l'IR. Alors, attention, le barème progressif de l'IR, il faut quand même que c'est un intérêt. Est-ce que tu peux passer à la slide juste après, s'il te plaît, Camille? Encore après. Merci. Donc, le barème progressif de l'IR, ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, donc là, vous revoyez les tranches comme je vous le mentionnais. Donc, ça veut dire qu'on peut être assez rapidement à 66% de taxation versus 30% pour la flat tax. Donc, on voit que les gros revenus ont plutôt intérêt à opter pour la flat tax par rapport à tout ça. Ensuite, sur la partie plus-value, c'est la même chose. Au niveau de votre plus-value en tant que personne physique, vous allez effectivement avoir la possibilité d'être à la flat tax par défaut et sinon, dans certaines conditions, de pouvoir opter pour l'impôt sur le revenu. Allez, si jamais vous détenez vos titres via une holding, donc si vous êtes effectivement à l'IS, comment ça se passe? Là, en fait, on va voir qu'en termes de... le slide d'après, s'il te plaît, Camille. En termes de dividendes, effectivement, vous allez être taxé par défaut à l'IS, 25%, 15% si vous avez moins de 42 500, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais effectivement, on voit, vous voyez à l'écran, deux petits taux, 1,25 ou 0,25, qui sont quand même beaucoup plus bas. Il existe à aujourd'hui des régimes spécifiques qui vous permettent effectivement d'avoir des impositions beaucoup plus faibles. Donc, le premier régime spécifique, c'est ce qu'on appelle le régime mère-fille. Qu'est-ce que c'est que ce régime mère-fille? En fait, le régime mère-fille, c'est le fait de détenir plus de 5% d'une société. Donc, dans la mesure où vous détenez plus de 5% de la société en dessous, effectivement, vous rentrez dans ce critère de société mère-fille. Et dans ce cas-là, quand la fille va distribuer des dividendes à la mère, la mère ne va pas payer l'IS sur l'intégralité des dividendes qu'elle a perçus, puisque en dessous, la fille aura quand même payé aussi de l'IS. Donc, il va y avoir application de ce qu'on appelle une quote-part de frais qui, dans ce cas-là, est de 5%. Et donc, si on fait 5%
fois 25, on tombe effectivement au 1,25% dont je vous mentionnais. Donc, on voit que quand même, il y a des schémas assez forts parce que si vous détenez plus de 5%, les dividendes déjà sont quasiment plus taxés. Mais on voit qu'il y a encore un autre schéma qui existe qui permet d'aller avoir une taxation beaucoup plus faible. Donc là, c'est un schéma beaucoup plus dur, on va dire, en termes de conditions. C'est le régime d'intégration fiscale. Qu'est-ce que c'est que le régime d'intégration fiscale? Le régime d'intégration fiscale, contrairement à la mère-fille où c'était le fait de détenir 5%, plus de 5%, là, il va falloir détenir plus de 95% de la fille. Donc, assez lourd, pas mal de contraintes. Mais si jamais vous répondez effectivement à ces critères-là, pas de la même manière que la mère-fille, il y a une quote-part qui va s'appliquer au titre des frais et charges. Cette quote-part, elle est de 1%. Donc, c'est ça qui ramène votre taxation à 0,25. 1% fois 25, donc les 0,25 donc je mentionnais. Donc, vous voyez que sur les revenus, on peut aller chercher de manière globale une imposition beaucoup plus faible à l'IS qu'à l'IR. Par défaut, les 25 sont plus bas. Et après, si vous êtes dans l'un des deux régimes, notamment la mère-fille, régime encore beaucoup plus intéressant par rapport à ça. Au niveau de la plus-value, par défaut, votre plus-value, elle est taxée à votre taux d'IS, 25%, mais il existe également un régime qui vous permet d'avoir une taxation beaucoup plus faible, qui est le régime des titres de participation. Donc, on aime bien, l'administration fiscale aime bien mettre des taux un peu différents partout, sinon c'est pas amusant, on va dire. Donc, les titres de participation, donc pour faire simple, si je détiens 10%, voilà, de la société. Alors, le 10%, c'est en fait une notion qui dit que si on a 10%, on a quand même un poids important de pouvoir et de décision dans l'entreprise. Donc, en fait, si vous avez moins que ces 10%, il va falloir justifier votre poids de pouvoir et de décision dans l'entreprise pour considérer qu'après, vous êtes un titre de participation par rapport à ça. Si vous répondez aux critères du titre de participation, là, votre imposition, elle passe à 3%. Parce que, de la même manière, on a une quote-part de frais et charges qui s'applique et qui est de 12% dans ce cas-là, donc 12% fois 25, nous donne effectivement les 3% dont je mentionnais tout à l'heure. Donc là, on voit effectivement qu'on a quand même un titre de participation qui va permettre une fiscalité beaucoup plus faible par rapport à tout ça. Et après, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, effectivement, à aujourd'hui, il faut bien que vous n'ayez pas besoin des sommes par rapport à tout ça si vous voulez loger dans la holding. On va voir deux schémas d'optimisation par rapport à tout ça. Donc, le premier, ça va être l'apport cession et le deuxième, ça va être la donation cession que vous pouvez appliquer par rapport à ça. Donc, est-ce que tu peux mettre le slide juste après qui montre un exemple qui détaille un petit peu plus? Donc, là, on est dans le cas de l'apport cession. Donc, en fait, vous avez créé votre société à un moment. Donc, pour une valeur 0, vous l'avez créé. Donc, on va dire, pour faire simple, la valeur était à 0. Au bout de quelques années, vous décidez d'apporter votre société à une holding que vous avez créée. En valeur, on va dire, elle fait 1 million pour faire simple dans les calculs que je vais prendre. Donc, vous constatez une plus-value à ce moment-là qui va être 1 million moins 0, donc une plus-value de 1 million. Normalement, cette plus-value, vous êtes censé la payer en tant que personne physique parce que vous apportez vos titres et donc vous devriez avoir une taxation à hauteur de 30%, donc 300 000 euros de taxation à payer par rapport à ça. Le fait effectivement d'apporter à une société, à une holding dont que vous contrôlez par rapport à ça, va vous permettre de rentrer dans le régime de report de la plus-value par rapport à tout ça. Et ce report de plus-value, en fait, il va être assez intéressant parce que ça veut dire que ces 300 000 euros de fiscalité, vous n'aurez pas à les payer. Cette plus-value potentielle et cette fiscalité sera mise en attente et elle ne peut jamais être appelée en fonction effectivement des critères que vous allez ou pas respecter. Donc, pour faire simple, si vous attendez 3 ans avant de revendre la société que vous détenez dans la holding maintenant, dans ce cas-là, votre plus-value est, entre guillemets, purgée, si je peux le dire ainsi, et vous ne serez jamais appelé, effectivement, sur cette fiscalité, sauf cas très particulier après derrière. Si jamais vous revendez avant les 3 ans, là, vous allez avoir une obligation, effectivement, de réinvestissement. Donc, vous allez devoir réinvestir au moins 60% de la valeur de cession dans des activités dites business. Pour faire simple, il faut investir dans des entreprises ayant une activité business par rapport à tout ça. Donc voilà, donc si on prend l'exemple, on a apporté 1 million, on revend à 1,5 million, en fait, c'est 60% de 1,5 million si jamais vous vendez avant 3 ans que vous devrez réinvestir dans des sociétés opérationnelles par rapport à ça.
Donc, l'avantage de ça, c'est qu'effectivement, ça vous permet de pouvoir investir beaucoup plus dans la holding que si vous aviez gardé à titre personnel, puisqu'au lieu d'avoir que les 700, vous avez un montant plus important. Attention, il ne faut pas faire cette opération en vue de ressortir les sommes derrière en dividende pour utilisation personnelle, sinon ça n'a pas d'intérêt. L'objectif, c'est de se servir de la holding pour aller investir dans des sociétés, pour aller capitaliser et continuer à faire fructifier effectivement les sommes présentes à l'intérieur. Donc ça c'est le premier, on va dire, schéma possible par rapport à ça, mais qui est assez massif, si vous le voyez, puisque effectivement, dans l'exemple présenté, on optimise les premiers millions par rapport à ça. Et par contre, effectivement, sur l'autre partie après de plus-value, les 500 000, si j'avais vendu à 1,5 million, comme je disais tout à l'heure, ils seront soit taxés à l'IS à 25%, soit éventuellement taxés qu'à 3%, parce que si vous êtes dans le régime des titres de participation, on se retrouve effectivement avec une fiscalité très réduite par rapport à ça. Donc, vous voyez que les gains peuvent être assez vite massifs par rapport à ça. L'autre schéma d'optimisation possible, donc ça va être le schéma de la donation-cession. Donc là, en fait, vous avez des parts. Aujourd'hui, vous êtes détenteur de parts ou d'actions de société. En fait, vous souhaitez les transmettre. Votre objectif, c'est quand même de les transmettre à terme à vos enfants. Si aujourd'hui, vous vendez vos parts et vous transmettez le cash ensuite à vos enfants, on va prendre un exemple. Imaginons que vous avez 100 000 € de société. Vous ne les avez achetés que pour... vous avez créé votre société, donc on va dire 0 toujours, pour faire simple. Vous avez une plus-value de 100, donc vous avez 30 de fiscalité. Donc ça veut dire que vous avez réellement 70 dans votre poche que vous allez pouvoir transmettre à vos enfants. Si vous transmettez d'abord la société à vos enfants et qu'ils revendent derrière, vous transmettez une valeur de 100. Au vu des abattements, ils n'auront pas de droit à payer. Et derrière, ils revendent. Donc, eux, ils ont directement les 100 et non pas 70. Donc, vous voyez, il y a quand même un gain, effectivement, de 30 dans cet exemple-là. Donc, si l'objectif, c'est quand même à la fin d'aider et de transmettre, il peut y avoir effectivement un intérêt à faire une donation-cession. Attention, dans ce scénario-là, vous n'êtes plus propriétaire des actions ou des sommes. Donc, il faut effectivement accepter et être à l'aise par rapport à tout ça. Quel est l'intérêt effectivement de ça? Comme je le disais, c'est la purge en fait de la plus-value. Donc, vous n'avez plus de plus-value, vous purgez votre plus-value de cession dans ce premier cas. Et effectivement, vous transmettez les fruits futurs de la holding aussi par rapport à ça. Parce que si le schéma donation-cession, c'est de donner effectivement, ou si l'apport, c'est effectivement après de faire une donation de nue propriété ou autre, ça permet de transmettre tout ce qui va venir se créer dans la holding sans aucun droit futur par rapport à ça. Ce petit slide, juste pour vous redire aussi, et je pense que vous le savez, donc aujourd'hui, il existe un plafonnement, si jamais vous étiez soumis à l'IFI, à l'impôt sur la fortune immobilière. Donc, ce plafonnement, c'est effectivement l'intégralité de vos taxes, toutes confondues, impôt sur le revenu, prélèvements sociaux, IFI, ne doit pas dépasser 75% de revenus. Donc, quand vous êtes dans une holding, par défaut, on a dit qu'elle ne vous versait pas de revenus, donc 0 revenu, 0 IFI. Attention, dans ce cas-là, il faut quand même pouvoir vivre, donc il faut avoir à côté quelque chose qui vous permette de vivre, mais qui ne génère pas, on va dire, de revenus imposables. Donc, c'est un petit rappel, effectivement, pour dire aussi que la holding peut avoir quand même un intérêt pour le pilotage de l'IFI, notamment avec cette notion de plafonnement des revenus par rapport à ça. La partie professionnelle pour terminer, donc il nous reste quelques minutes. Donc en quelques mots, effectivement sur la partie professionnelle, donc il va y avoir plusieurs points. Donc la partie reprise, holding de reprise. Donc qu'est-ce que c'est? L'idée de la holding de reprise, c'est si vous créez une holding, on va dire au-dessus de votre société opérationnelle. Vous avez une société aujourd'hui opérationnelle, vous allez pouvoir créer une holding et du coup apporter, comme on l'a vu tout à l'heure, la société opérationnelle à la holding en bénéficiant des reports mentionnés juste avant. C'est quoi les avantages? C'est que ça va vous permettre effectivement de faciliter la circulation de cash d'une part et d'autre entre les structures parce que effectivement vous allez pouvoir
soit vous versez des dividendes, et on a vu qu'avec les régimes Murphy, par exemple, on a une fiscalité quand même beaucoup plus faible, ou vous allez également pouvoir mettre en place ce qu'on appelle des conventions de trésorerie qui permettent de prêter de l'argent d'une société à une autre et qui ne sont pas imposées. Donc voilà, on a quand même cette notion de circulation de cash qui va être importante. On a également la possibilité, on va dire, de bénéficier de la déduction des intérêts d'emprunt. Vous allez me dire, oui, mais pourquoi? En fait, si vous achetez une société à titre personnel, à titre personnel, vous pouvez faire un prêt pour acheter une société. Mais comme quand vous achetez votre résidence principale, les intérêts d'emprunt n'ont aucun effet sur votre fiscalité par ailleurs. Si vous achetez via une holding, et en fait, les intérêts que vous allez contracter et le prêt que vous allez contracter va permettre de déduire les intérêts au niveau de votre holding et donc de réduire votre assiette d'imposition par rapport à ça. Donc voilà, donc ça c'est effectivement sur l'intérêt de la holding de reprise. Et après peut-être un petit point pour terminer, mais qui à lui tout seul, on va dire, nécessiterait un webinaire. Donc là, je vais dire quelques mots rapidement, mais c'est un sujet vraiment très important. Donc c'est effectivement, qu'en est-il sur la transmission et les avantages de transmission au niveau de la holding. En France, en fait, on n'a pas beaucoup, on va dire, de paradis fiscaux. On a l'assurance vie qui a quand même des avantages assez importants en termes de transmission. Et on a également le pacte Dutreil qui est assez massif sur les gains potentiels. Donc l'idée du pacte Dutreil, c'est quoi? C'est de faciliter les transmissions d'entreprises aux générations suivantes. En fait, sans Dutreil, il est souvent impossible de transmettre aux enfants sans vendre la société pour payer les droits de succession. Pourquoi? Parce qu'en France, très rapidement, on se retrouve avec des droits qui peuvent atteindre 20, 30, 40, voire même 45% par rapport à ça, donc qui représentent des montants importants. Donc, pour pallier à ça, en fait, le Dutreil, en fait, il va permettre d'avoir un abattement sur l'assiette de 75%. Donc, ça veut dire qu'au lieu de payer des droits sur 100, on va les payer que sur 25. Donc, déjà, assez massif par rapport à ça. Plus, on peut coupler ça avec un rabais en fonction de l'âge, effectivement, de la personne. Donc, ces deux éléments-là vont effectivement permettre d'avoir des gains significatifs. Et après, le point important sur le Dutreil, c'est que le Dutreil, du coup, on peut le faire sur une holding. Ce n'est pas que sur une société en direct, ça peut être sur la holding qui détient votre société opérationnelle par rapport à ça. Et que vous allez me dire, ok, donc moi j'ai une holding, mais imaginons ma holding dessous, elle a plusieurs sociétés. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un nombre de niveaux limité? Est-ce que il y a une notion par rapport à tout ça? Oui, bien entendu, l'administration fiscale a quand même mis des règles et des critères par rapport à ça. Donc, à aujourd'hui, effectivement, ça fonctionne sur une holding. Ça fonctionne sur une holding, même s'il y a plusieurs niveaux en dessous, à condition que la holding soit animatrice. Et qu'est-ce que ça veut dire animatrice? Il faut dire qu'elle ait un rôle dans la vie de la société. C'est le slide juste après qui va vous expliquer effectivement tout ça. Donc, il faut qu'elle ait un réel rôle. Donc, il faut qu'elle élabore la politique du groupe. Il faut effectivement qu'elle vérifie la bonne exécution. Et voilà, on va dire des choses très simples, on va dire, par rapport à tout ça. Il faut déjà qu'il y ait un email qui existe à la holding. Voilà. Si vous n'avez pas d'email de la holding, l'administration fiscale va vous dire ce n'est pas une holding animatrice par rapport à tout ça. Donc, ce point va terminer notre webinaire. On a vu pas mal de sujets. La holding est un sujet assez vaste. L'objectif, c'était de vous donner des clés de points en fonction de l'immobilier, du financier, mais également de la partie professionnelle et des attraits que pouvait avoir la holding. Bien entendu, la holding est propre à chacun après derrière et nécessite des études plus poussées par rapport à tout ça. Mais voilà, c'était déjà de déclencher effectivement certains points et de vous dire les avantages que peut procurer la holding par rapport à tout ça. Camille, je te repasse du coup la main. Oui. Alors, comment Culture Patrimoine peut vous accompagner? Comme on l'a vu là, donc au cours de la présentation de Laetitia, hein, merci Laetitia, c'est qu'en effet, nous, on accompagne nos clients sur beaucoup de points. Et l'objectif, c'est de réaliser une stratégie patrimoniale et de la mettre en œuvre. Et donc, par exemple, sur ce sujet-là, qu'est-ce qu'on peut faire très concrètement? On peut créer la holding, on peut vous accompagner du coup dans la mise en place de la holding finalement. Quels sont les investissements que je peux faire? Est-ce que je réalise une donation cession? Est-ce que je fais un apport cession? Comment je peux faire mes statuts? Le conseil aussi patrimonial, c'est-à-dire que vous avez une holding, mais finalement, quelle est ma holding par rapport à tout mon patrimoine mondial ou global? Finalement, qu'est-ce que ça représente et comment je le pilote? On a souvent des clients
qui ont eu des gros postes dans des grosses boîtes avant et qui après sont en mission de consulting et donc du coup ont une holding patrimoniale qui va être une véritable tirelire patrimoniale à la fin de leur vie professionnelle et à la retraite, mais qui peut être aussi un outil de transmission, des stratégies d'investissement, donc notamment par rapport à Brega, mais aussi par rapport à, par exemple, à un patrimoine immobilier ou un patrimoine professionnel. Et en fait, tout ça englobé, pardon, ou saupoudré d'un accompagnement sur le long terme et qui est vraiment sur du sur-mesure. C'est-à-dire qu'on va vraiment essayer de répondre à votre besoin précis à l'instant T, mais aussi dans les années à venir en fonction de l'évolution de votre stratégie patrimoniale. Une dernière chose, avant de terminer et de passer aux questions-réponses, je vous demande de prendre votre téléphone portable et de faire de mettre l'appareil photo et du coup de scanner ceci pour répondre au feedback form. Donc le feedback form, à quoi ça nous sert? C'est très important puisque vous pouvez faire nos commentaires sur la présentation, premier point. Deuxième point, vous pouvez mettre votre email ou votre numéro de téléphone pour soit recevoir la présentation et ou être contacté par Culture Patrimoine et du coup, de facto, pour Brega. Je laisse cette page 1 minute pour que vous puissiez faire le nécessaire. C'est très important pour nous. Julien a également mis le lien du formulaire dans le chat, si c'est plus simple pour vous. Voilà, donc vous mettez votre mail, votre numéro de téléphone et qu'est-ce que vous voulez pour la suite, l'enregistrement, le webinaire en support ou alors tout simplement être contacté pour avoir un accompagnement plus